Alors j'ai prévu de vous présenter mon travail artistique en le présentant de manière générale au départ et ensuite en m'arrêtant sur deux projets. Un projet que j'ai réalisé dans le Morvan et un projet qui est en cours, qui est exposé actuellement au quartier et donc qui concerne la Bretagne. Donc voilà de manière un peu plus générale pour commencer. Donc mon travail plastique s'organise et chaque fois est déterminé en fait par des territoires à la fois géographiques et anthropologiques où je suis invitée à travailler. Donc les trois quarts du temps, c'est des concours de circonstances qui m'amènent à travailler sur des lieux que je découvre grâce à l'observation en général de pratiques. J'engage chaque fois des collaborations artistiques avec des personnes qui sont soit des artistes, donc j'appartiens à un collectif d'artistes où on est 9 dans ce collectif, mais également avec des personnes non artistes, puisqu'en fait dans ce collectif on a une activité collective, mais on a aussi chacun des pratiques individuelles. Et dans le cadre de ma pratique personnelle, je fais des collaborations avec des personnes non artistes. Ça me semble important parce que sur l'arrivée dans ces territoires, enfin j'emploie le terme territoire pour faciliter les choses, mais arriver dans ces territoires, il y a l'idée d'en donner une représentation et ça me semble chaque fois plus juste de solliciter des collaborations pour pas que je sois la seule à imaginer une représentation de ces territoires, puisque je pense que la représentation la plus juste est toujours hétérogène, polyphonique, collective. Donc il y a chaque fois une expérience de l'altérité dans ces projets et les processus de création. Donc il n'y a pas de méthode a priori, puisqu'en fait chaque situation de travail, chaque lieu, chaque personnalité engagée dans les projets détermine un processus créatif chaque fois distinct. Mais ce qui est sûr, c'est que la plupart du temps, les projets se déploient dans une durée assez longue, de manière à ce qu'un espace commun puisse s'installer. Et les trois quarts du temps aussi sont construits à partir d'une activité collective ou non. Et cet espace commun et ce moment de travail collectif, il donne lieu à une œuvre. En fait, même si ce travail de collaboration hérite de la critique de la réification des artistes dans les années 60 et des artistes performeurs et conceptuels, pour ma part, ça me semble très important de formaliser ces moments de travail à travers des œuvres qui sont très souvent co-réalisées avec les personnes que je sollicite pour travailler avec moi. Ces œuvres, d'ailleurs, je les considère comme des documents d'expérience. Ça, on pourra en reparler après, je ne développerai pas sur cette question-là. Et la forme œuvre et le fait de cette forme de réification, quand même, me permet aussi de marquer une distance avec la simple création d'un espace de convivialité, comme ça peut être le cas dans certaines œuvres de ce qu'on appelle l'esthétique relationnelle. Voilà, c'est pas quelque chose auquel j'adhère du tout. Je m'adresserai rarement à des groupes préexistants. En général, les groupes se créent à partir d'un projet. Un projet qui est celui de créer une œuvre, c'est toujours très abstrait. Et ce qui est du coup assez compliqué Enfin, la constitution de ce groupe et le travail collectif, c'est un vrai enjeu quand on ne sait pas ce qu'on va faire à la fin, en fait. Et l'enjeu du travail, c'est de déterminer qu'est-ce qu'on va faire ensemble et qu'est-ce qu'on a envie de produire ensemble et inventer ensemble. Donc, pour prendre le jargon contrecarrer un peu le jargon institutionnel, il ne s'agit pas de créer un public, voilà, mais bien d'avancer ensemble vers un but commun. Donc, un peu concrètement, les projets que j'ai menés ces dernières années, pour établir simplement une liste comme ça un peu rapide. Le premier travail fondateur, c'est une collaboration au sein d'une association de femmes maliennes en banlieue parisienne, à Montreuil, autour de la pratique du tricot. J'ai fait un travail aussi important en même temps, qui est un travail documentaire sur une pratique rituelle en Inde, qui s'appelle le kolam, qui est un dessin que les femmes tracent sur le seuil d'une maison chaque matin pour protéger la maison des mauvais auspices. J'ai fait tout un travail exploratoire aussi sur les frontières qui séparent Paris, frontières à la fois réelles et symboliques, qui séparent Paris de ses communes limitrophes. Donc c'est un travail de vidéo et de marche. La présence de la vidéo est récurrente dans mon travail. Je me suis intéressée à la photographie ethnographique.
et à son rôle dans la constitution du rapport colonial et postcolonial à l'altérité. Un travail vidéo avec des adolescents sur les jardins partagés en Île-de-France, avec un groupe d'adultes, là où il s'agissait vraiment de faire une vidéo collective sur le jardin d'agronomie tropicale de Vincennes, qui est un jardin qui a accueilli des expositions coloniales et des exhibitions humaines. Voilà, et qui permettait aussi de penser le rapport entre les grandes exploitations, les grandes plantations, en fait, qu'on appelait plantations coloniales, et l'industrie agroalimentaire actuelle, enfin, cet effet de filiation, ces deux moments d'histoire. Et enfin, très récemment, entre 2011 et 2013, un travail collectif avec des personnes rencontrées par l'intermédiaire de centres sociaux dans le Morvan. Donc c'est ça dont je voudrais vous parler maintenant. Et ensuite, je parlerai du travail qui est présenté au quartier. Le travail dans le Morvan, il a débuté en 2011 à l'initiative de Céline Poulain, qui s'occupe des expositions hors les murs du centre d'art du parc Saint-Léger à Pouglézeau. C'est intéressant parce que ça montre aussi que les pratiques collaboratives, elles sont dans des espaces, enfin c'est hors les murs, quoi, c'est hors des murs du musée. Leur formulation pose plein de questions, mais elle mérite de dire ce qu'elle veut dire. Et il s'agissait pour ce projet de mettre en forme une mémoire. Donc les questions dont vous avez parlé ce matin recoupent un peu ce sur quoi j'avais travaillé. Une mémoire vivante, une vision d'un territoire comme ça, à partir de récits de vie. Donc l'exposition qui en a résulté s'appelle Le Pommier et le Douglas et a été présentée dans le Morvan et à Paris. Dans le Morvan à la Maison du patrimoine oral d'Anneau, à l'abbaye de Corbigny, et à Paris dans une galerie qui s'appelle Chez 13. Donc il y avait l'idée de montrer à la fois le travail dans l'espace où il a été réalisé auprès des gens avec qui il a été fait, naturellement, et aussi là où moi je vis pour que les allers-retours soient ménagés. Donc l'expo était une mise en forme de ce territoire construit de mélange, de rejet et de greffe. Donc ça, c'est les métaphores qui ont accompagné le projet, vous allez comprendre. Et tout ça a été fait figurer grâce à des photographies, des films, des textes, des objets et des performances. Donc il y a 12 collaborations qui ont été menées pour ce projet. Donc 3 points de départ à ce projet. D'abord un récit familial, c'est-à-dire qu'on m'invite à travailler dans le Morvan sans savoir que ma famille paternelle était originaire du Morvan. Donc ça m'a permis de moi-même travailler sur mon propre récit de vie, enfin, ce propre effet de filiation. C'est-à-dire que dans le travail de collaboration, ça me semble toujours très important de ne pas arriver auprès de personnes et dire voilà, je vais travailler avec vous, qu'est-ce que vous allez me donner en quelque sorte, mais toujours soi-même d'arriver avec quelque chose qu'on a à dire, à proposer, à la fois un savoir-faire, une histoire, enfin ça peut être de n'importe quelle nature, de manière à ce qu'il y ait une égalité, quoi, de transmission qui voilà. Donc je travaille à partir de mon histoire paterne, de la filiation, voilà. Puisque mon arrière-grand-père, donc je vous fais défiler des images comme ça, mon arrière-grand-père était américain et s'était marié avec une femme dans le Morvan, ils sont venus habiter pendant la guerre, puisque la maison en banlieue parisienne avait été réquisitionnée par les Allemands. Ils sont revenus habiter à la campagne, à Poney, donc à côté de Tasilly, une petite commune dans le sud du Morvan. Et donc mes grands-parents, enfin mon grand-père a habité là-bas et a hérité d'une petite tuilerie où on allait enfant. Donc moi, mon rapport à ce lieu était un rapport simplement estival. Voilà, et j'ai découvert en fait l'histoire de ce lieu et de cette partie de ma famille en même temps que j'écoutais les récits des personnes qui le vivaient dans l'actualité. Donc mon arrière-grand-père, en plus, ce qui était intéressant pour moi, c'est que donc il était avocat détaché du barreau de New York à Paris, mais il était aussi, comme tout bon bourgeois, peintre, photographe et musicien à ses heures perdues. Donc en gros, il y avait un corpus de photos, de représentations dans lequel je pouvais aller puiser et qui était intéressant. Ça, c'est un double autoportrait qu'il a réalisé et qui constituait le carton d'invitation de l'exposition qui a été pris autour de 1900. Donc il y avait cette histoire familiale, il y avait aussi un territoire. Donc quand je dis territoire, là je l'entends au terme d'un point de vue géographique, mais aussi imaginaire. Donc c'est-à-dire qu'il était traversé par des lieux communs, des images d'Épinal, que je souhaitais réinterroger avec les gens avec qui je travaillais.
Et puisque ces lieux communs, en fait, étaient bien des lieux communs, quoi. C'était un point de départ aussi pour être en commun. Donc les lieux communs du Morvan, c'est le fait qu'ils soient constitués de beaucoup d'enfants de l'assistance publique, mais également de la souffrance de l'arrivée brutale de la modernité, comme partout dans les campagnes françaises. Le déplacement aussi des personnes vivant dans une grande précarité sociale de Paris vers les communes limitrophes, vers la grande banlieue pavillonnaire, ensuite vers des campagnes. Mais aussi l'immigration anglaise et néerlandaise, vous savez, ils achètent nos maisons, etc. Le patois, et puis la cohabitation dans ce lieu-là, des blancs et des rouges, voilà, des curés, des communistes. Donc, sachant que là aussi, pour moi, il y avait quelque chose de fort, puisque, disons qu'une partie de ma famille paternelle était plutôt des côtés des blancs, et que mon cœur est plutôt de l'autre côté. Donc, j'avais aussi quelque chose à gérer du point de vue familial. Donc le travail de ces lieux communs, il a consisté en l'écoute et le partage de ces récits et leur mise en forme. Donc en fait la collaboration, elle a consisté à, dans un premier temps, j'entrerai un peu plus dans le détail après, mais dans un premier temps à écouter des récits, soit de manière individuelle, soit de manière collective, au sein de groupes. Ensuite, de repartir. Moi, je retournais chez moi. En fait, je faisais des allers-retours entre Paris et le Morvan. Retourner chez moi, réfléchir à des formes plastiques qui pouvaient faire écho à ces récits, proposer des formes plastiques, rediscuter ces formes plastiques, repartir chez moi, augmenter le récit de vie, reproposer de nouvelles formes, etc. Dans un aller-retour, jusqu'à ce qu'au final, on arrive à une forme qui soit satisfaisante pour tout le monde, à la fois pour moi d'un point de vue artistique, pour eux d'un point de vue du sens qui était transmis aussi de leur propre récit, quoi. Il y avait vraiment l'idée de co-construire ce récit dans sa forme plastique. Voilà, donc cette image est devenue, comme toute bonne image d'Épinal, une carte postale dans l'exposition. Et donc les gens que j'ai rencontrés dans les centres sociaux, je les ai rencontrés par l'intermédiaire de plusieurs. En fait, le centre social, c'est pas forcément, ça joue parfois le rôle du centre culturel aussi dans certains lieux où il n'y en a pas. Donc c'est des gens qui fréquentaient soit le cours de FLE, français langues étrangères, soit un atelier qui s'appelait l'atelier partage, qui était un lieu de convivialité, on se rencontrait, l'atelier patois, où on réapprenait le patois, et le portage de repas, donc des personnes très âgées dont le centre social apportait une fois tous les 2 jours des repas qui rendaient visite sur place. Et enfin, 3e point de départ, c'est que pour ce projet, j'avais la volonté, comme je vous l'ai dit, je m'intéressais à la photo ethnographique, il y avait eu ce travail en Inde aussi sur le kolam. Là, j'avais vraiment envie de mettre ce travail à l'épreuve, en quelque sorte, scientifique, ethnographique. Et ça a été rendu possible grâce à la rencontre avec une anthropologue qui s'appelle Caroline Darou, qui travaillait à la Maison du patrimoine oral, qui est anthropologue et conteuse, et qui a fait un suivi ethnographique en fait de cette longue résidence. Donc c'est-à-dire que je venais avec les récits de vie qu'on relisait, qu'on réécoutait ensemble, des analyses de ces récits, et puis elle a une très grande connaissance de ce terrain, donc elle me permettait à la fois prendre de la distance avec ça et d'en comprendre les enjeux, plutôt anthropologiques. Et donc j'ai suivi une formation au collectage ethnographique pour mener les récits de vie, en essayant de le faire le mieux possible selon la méthodologie d'ethnologie. L'idée du récit de vie, c'était aussi de créer un espace de parole où on entend la parole de l'autre vraiment dans sa vérité, quoi, au sens de sa propre subjectivité, la propre subjectivité de la personne qu'on a en face de nous. Donc pas il dit vrai, il dit pas vrai, mais vraiment entendre un récit et essayer de faire émerger aussi des figures narratives. Donc ça, cette photographie-là que je vous présente, c'est une photographie qui était présentée dans l'exposition, qui est une situation de collectage que j'ai fait pour connaître un peu mon arrière-grand-père, avec à droite un paysan qui l'avait connu, et à gauche mon père, avec qui j'ai fait qui m'a beaucoup accompagnée dans ces collectages auprès de personnes de la famille et des gens qui ont connu. Donc voilà, situation à peu près typique de collectage dans un espace, dans une maison paysanne. Donc le récit de vie, voilà, pour revenir à ça, c'est vraiment la matière première du travail plastique. C'est pas le résultat. Le résultat n'est jamais le récit de vie brut en fait. Hein. Le témoignage est toujours retravaillé
retravailler. Et avec Caroline Darroux, donc il y a eu suivi ethnographique, mais il y a aussi eu 2 projets, parce qu'elle a été aussi associée en tant que personne avec qui j'ai collaboré à l'exposition à travers une performance, un objet, une performance. Et je montre cette image aussi parce que c'était la performance qui a eu lieu à la Maison Populaire et qui était le premier volet de l'exposition d'Anna Collin qui est présentée en ce moment à Quimper. Il y avait eu une série de 3 expositions qui avaient eu lieu à Montreuil. Et donc j'avais fait une première participation à ces expositions avec le travail du Morvan. C'est pour ça que tout ça n'est pas non plus étranger, puisqu'en fait la performance est une mise sous forme contée. Caroline raconte sa thèse. En fait, elle a fait une thèse et au lieu de se dire que la forme livre, mémoire traditionnelle était suffisante pour retransmettre tout ce qu'elle avait étudié aux personnes qu'elle avait collectées, qui n'ont pas forcément envie de lire 500 pages de jargon universitaire. Elle cherchait une autre forme, une forme contée. Et donc je lui ai proposé de fabriquer cet objet qu'elle pouvait manipuler en même temps qu'elle racontait sa thèse sur différents modes narratifs, à la fois sa voix, elle, la voix de l'ethnographe, la voix des femmes qu'elle avait interviewées et la voix des personnes qui racontent ce qu'elles savent sur ces femmes. Et donc ces femmes en question, ce sont des femmes qu'elle appelle des vieilles femmes salies, c'était le titre de sa thèse. Donc c'est des femmes qui, âgées, vivent en retrait des villages, vraiment un peu en retrait des villages, dans des conditions d'hygiène parfois très déplorables et quasiment pré-moderne en fait, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas l'eau sur l'évier. Enfin, ce qu'ils disent pré-moderne, c'est avoir l'eau sur l'évier, les animaux dans la maison, etc. Donc c'est des femmes qui avaient comme ça conservé un mode de vie avant les années 50, disons, et qui étaient des femmes seules, donc des femmes qui faisaient tout toutes seules. Donc en gros, elles étaient à la fois celles, on parlait d'elles parce qu'elles se débrouillaient seules, qu'elles étaient sans hommes, qu'elles étaient bizarres. C'était des figures de sorcières sans vraiment l'être, personne n'aurait osé dire que c'était des sorcières. Donc elle a fait sa thèse sur ces femmes-là. Et donc cette forme qu'on a construite, que j'ai construite, c'est une forme de polyptyque photographique. Donc quand on bouge une image, elles sont toutes reliées entre elles. Quand on bouge une image, il y a tout l'espèce de serpent là, comme ça, bouge aussi. Et donc les personnes assises autour de cette table, je vous montrerai le dispositif d'exposition après qui s'est un petit peu modifié, voient des images comme ça défiler, une sorte de montage lié à la manipulation de Caroline, et chacun voit des images différentes. Voilà ce que j'ai extrait une citation de ce qu'elle disait de cette forme. J'ai l'impression de jouer avec le vivant, comme si je voyais devant moi le concept que j'ai élaboré à propos de la matière narrative. J'ai l'impression de connaître cet objet, je m'y laisse aller. Puis d'une image cachée à sa voisine, apparition, disparition, association d'idées, continuité mouvante, et le sens émerge. Et l'idée aussi de trouver une forme, une modulation du récit, comme ça, comme dans la forme contée, on peut une malléabilité de la narration. Voilà, donc pour conclure pas pour conclure tout, puisque je vous ai encore montré très peu de choses, mais pour conclure juste les 3 points fondateurs: l'histoire familiale, le territoire et la méthode ethnographique. Donc tracer un territoire imaginaire de parole. On proposait une forme, mais dans une mémoire qui serait une mémoire chargée d'altérité et de différence. Le modèle de cette pensée rhizomatique et participative, etc., c'était pour moi l'artiste Lydia Clark, l'artiste brésilienne qui avait proposé, qui au milieu de sa carrière avait inventé ces bichos, qu'elle appelait les bichos, qui étaient des sculptures de métal articulées et manipulables par le spectateur, en 83. Et elle en parle comme d'un organisme vivant, d'une œuvre active. Et tout ça m'intéressait beaucoup par rapport à ce rapport au récit, à la participation et à l'activation de sculpture. Et donc, pour soutenir en quelque sorte les œuvres qui avaient été faites en collaboration avec les personnes que j'ai rencontrées, avec le régisseur Jean-Philippe Darigny du Centre d'art de Pouglézo,
on a fabriqué cette espèce de bichose comme ça qui a accueilli les œuvres, qui était modulable dans une certaine mesure, qui permettait de s'adapter au lieu d'exposition et d'avoir une forme comme ça à la fois ouverte et en même temps complète, enfin en même temps qui tenait d'elle-même, autoportante en fait. Donc ça, c'est des vues de l'exposition à la Maison du Patrimoine Oral, donc écomusée, comme on en parlait ce matin. Donc sur les murs, il y a l'exposition permanente du lieu. Donc ce qui est présenté sur les murs n'appartient pas au projet. Voilà, je vais en faire le tour comme ça, que vous allez voir un peu ce qui était présenté. Donc il y avait 2 vidéos, une bande son. La bande son, elle était, voilà, elle était là. 2 polyptyques photographiques, dont un était activé par une performance, c'est ce qu'on a vu avec Caroline. 2 photographies, une pièce tricotée en angora, une robe brodée, activée elle aussi pendant une performance, et un texte qui prend la forme d'un conte. Donc ça, c'est ce que j'ai fait par rapport à mon histoire, l'histoire de mon arrière-grand-père, associée à des photographies dans les autres espaces d'exposition, et une carte postale que vous avez déjà vue. Donc voilà, je tourne autour. Ça, c'est un des polyptyques photographiques qui s'ouvre en 4 volets. Les vidéos, la table. Et là, on est de l'autre côté avec une des photos, une autre vidéo et la pièce en angora. Je voudrais vous parler de 3 œuvres qui sont présentées dans cette exposition. La première, c'est la robe. C'est pas fait exprès avec les travaux d'aiguille de tout à l'heure, mais c'est une robe donc, qui était suspendue, qui s'appelait Nude Pathway. Donc c'est l'œuvre que j'ai fait en collaboration avec Régine Perruchot, qui est une personne qui s'occupe de l'atelier patois, la personne qui s'occupe de l'atelier patois au centre social de Monceau-les-Cétons. Et donc le récit, qu'elle a voulu me raconter, c'était pas son propre récit de vie, mais le récit de son village. Donc il y a un village qui a été bombardé pendant la guerre, et ensuite reconstruit et qui a du mal à survivre du fait de l'exode rural, du fait qu'ils sont très peu, etc. Donc c'est ça qu'elle voulait raconter. Donc c'est en le chantant. Donc elle m'a proposé d'écrire une chanson en patois sur un air très connu dans le Morvan qui est l'air des Galvachés, racontant l'histoire de son village. Donc enfin, je pense que vous le comprenez, pour Régine, parler patois, c'est vraiment de l'ordre du militantisme. Et donc je lui ai proposé, après main et main aller-retour, je vous parle juste de la forme fidale, de broder les paroles de la chanson sur la robe, comme on brode son trousseau, sa marquette. Donc les paroles de la chanson sur une robe qu'une danseuse revêtera pendant des événements et chantera en lisant les paroles, c'est-à-dire que la chorégraphie de la danseuse sera générée par la lecture des paroles de la chanson brodée sur la robe qu'elle chantera simultanément. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, c'est clair. Donc en gros, elle se contorsionne pour essayer de lire ce qu'il y a écrit sur la robe. Parce que je comprenais que parler patois, c'était un vrai engagement, et que parler patois, oui, mais à quel prix ? Donc au prix de se contorsionner certainement. Et puis il y avait aussi bien sûr l'interdiction de l'école républicaine, du parler patois, etc., qui s'est inscrit dans le corps, la honte comme ça de parler une langue qui n'était pas la langue de l'instruction. Voilà, juste en parallèle, il y a une lecture qui a accompagné, qui a mené à ce travail, en fait, enfin à sa forme en tout cas, ce que j'ai fait pendant ce projet, qui était très importante, c'était celle d'Yvonne Verdier, Façon de dire, façon de faire, qui est un livre qui a été écrit en 1979 sur un petit village en Côte d'Or, une analyse anthropologique, sur 3 rôles de femmes qui structurent en fait la vie villageoise, la laveuse, la couturière et la cuisinière. Et donc dans cet ouvrage, elle raconte comment la broderie chez les jeunes filles et la réalisation de leurs marquettes pour broder leurs trousseaux s'appelait marquer. Donc ça, on marque son trousseau avec un fil rouge.
et que ce marquage, ce marqué, c'est le même terme, donc dans un jeu de signifiants, une analyse comme ça, une mise en rapport de signifiants, c'est le même terme qu'on emploie pour le sang menstruel. Donc c'est-à-dire qu'on marque aussi quand on arrive à une période où la jeune fille a ses règles. Et donc il y a une analogie comme ça entre broder son trousseau, cette histoire aussi de rite de passage, quoi, de passage à l'âge adulte. Et donc il y avait tout ça aussi dans l'inscription du corps sur le vêtement que j'avais envie de travailler sur cette robe. Excuse-moi, c'est la laveuse, la couturière et la cuisinière. Ouais. Donc voilà la performance. C'est une capture d'écran. Je vous montre pas de vidéo là, mais enfin elles sont, je pourrais vous les montrer sur internet. Et donc quand vraiment elle peut plus chanter, parce qu'elle ne peut pas évidemment se contorsionner, Régine Perruchot, qui est dans le public, lui dit le mot qui manque en fait. Donc il y a aussi l'idée comme ça qu'il faut être plusieurs pour faire exister cette langue. Voilà, la deuxième œuvre dont je voudrais vous parler, elle est derrière Marion Campet, qui est donc la danseuse et chanteuse qui travaillait également à la Maison du Patrimoine Oral. C'est une photo d'une vache. Et donc à droite, vous voyez les deux extraits en fait du texte d'Yvonne Verdier qui était dans l'espace d'exposition. Donc c'était pas du tout un implicite, cette histoire de marquage, marqué, etc. C'était vraiment sur le mur. Donc cette vache, c'est une Highland Cattle. Donc une vache, là d'un coup j'hésite, je ne sais plus si elles sont écossaises ou irlandaises, vous savez peut-être. Qui ont été introduites sur le parc régional du Morvan pour entretenir les tourbières, qui sont des sols spongieux. Et donc dans les années 50, quand il y a eu l'introduction des tracteurs, les tracteurs ne pouvaient pas aller sur ces sols spongieux parce qu'évidemment ils s'embourbaient. Et comme les hommes ne fauchaient plus, eh ben, le paysage s'est refermé, selon le vocabulaire. Et donc le seul moyen de rouvrir le paysage, c'était d'introduire ces vaches qui venaient d'ailleurs, qui étaient plus légères que les charolaises et qui permettaient de défricher le terrain. Donc je trouvais ça très intéressant parce que ça me permettait d'introduire une idée qui est sous-jacente dans tout ce travail, c'est qu'un territoire est ouvert quand il se construit d'une diversité. Ça, c'était accompagné d'un... Donc là, c'est une... Vous voyez, vous avez le format et vous voyez la photo. Et donc, il y avait la vache Highland Cattle, et puis il y avait un autre ailleurs comme ça qui était constitutif du territoire, de l'écologie morvandaise. C'était les pommiers morvandiaux. Donc ça, c'est les deux formes de greffage, un peu que quand je vous parlais de greffage tout à l'heure et de rejet. C'est une histoire aussi que j'ai collectée auprès d'un cousin de mon père qui est pépiniériste, qui m'a raconté d'où venaient les pommiers morvandiaux. Et donc, en fait, voilà, donc c'est le dos de la carte postale, en fait, l'extrait de collectage sur les pommiers morvandiaux. Et voilà ce que raconte le collectage. Les hommes partent dans les plaines, les galvachés, mais pas seulement. Ils partent un peu partout pour travailler l'hiver. Ils vont récolter l'arrachage des betteraves dans le nord. Ils vont en Normandie faire des labours. Dans la vallée du Rhône faire des labours aussi. Donc ils rapportent des greffons de pommiers, un fruit qui se garde très longtemps. Ils greffent. Les fruitiers qui survivaient sont toujours là. Certaines variétés sont nées dans le Morvan, mais la plupart viennent de loin. Il y a ceux qui se sont multipliés, ceux qui ne gelaient pas, ceux qui gardaient les pommes les plus savoureuses, le plus longtemps possible, etc. Et les paysans repéraient un petit pommier sauvage qui germait dans le bois. Ils l'arrachaient, ils le plantaient où ils voulaient quand il était tout jeune. Ou bien le pommier poussait dans les haies, il demandait au greffeur, le vieil oncle, le grand-père, le voisin, de greffer sur ce petit pommier sauvage. Voilà ce qui m'intéresse ensuite. L'intérêt tant que, comme greffé sur un pommier sauvage, ce qui était greffé avait la qualité de la pomme de luxe et la force du pommier sauvage, ce qui fait qu'il y a des pommiers partout, dans toutes les fermes, dans tout le Morvan, même si la terre ne vaut pas un clou. Je suis désolée, je rajoute des mots parce que j'ai tellement lu que... Non, c'est mon inconscient qui parle. Autre anecdote, c'est que dans le jardin de Thierry Denis, donc ce pépiniériste, il y a un bananier, et qu'en fait ce bananier, c'est son père qui l'a ramené d'une expo universelle. Donc là, je retrouvais le jardin de Nogent et je trouvais ça fou, quoi, qu'à l'échelle du Morvan, la diversité à l'échelle du Morvan se reproduisait à l'échelle presque mondiale, quoi, avec ce bananier.
Donc dans l'espace d'exposition, on pouvait voir à la fois l'histoire familiale, Yvonne Verdier, la vache, enfin l'accrochage permettait aussi des rapports comme ça entre les choses. Et en pensant aussi que l'altérité poussée à son maximum, selon l'esthétique du divers de Ségalen, c'est aussi la différence sexuelle, ce qui apparaît très fortement dans le texte d'Yvonne Verdier. Voilà, ça j'avais mis ça en fait parce que je me disais que il y avait donc la question de l'altérité passait aussi par la question des rapports sociaux et que donc mon arrière-grand-père avait peint une peinture d'un paysan voisin et que le fait qu'il représente comme ça le paysan voisin, il y avait un jeu comme ça qui situait entre lui sa position sociale et ce qu'il souhaitait représenter. Et donc dans l'espace d'exposition, j'ai fait une reproduction de ce tableau, mais puisqu'il est aujourd'hui accroché chez mon père dans sa cave. Je ne sais pas si là je suis très claire sur ce que je raconte. Et la troisième œuvre, dont je voulais vous parler, c'est ce tricot. Ce tricot qui a été fait avec une personne qui bénéficiait du portage des repas, donc une dame très âgée. Et donc là, ce qui était très compliqué, en fait, c'est pour parler d'une collaboration qui était plus difficile, c'est que, en fait, moi, ce que je proposais aux gens, au fond, c'était de trouver une forme pour s'exposer, pour exposer de tous les sens du terme, exposer une forme qui les exposait eux-mêmes en tant qu'individus. Et donc cette personne, elle était tout le temps dans une dépréciation de soi très forte, de par son origine paysanne, et puis tout le temps aussi dans des regrets de c'était mieux avant. Donc ça, pour moi, du coup, je savais pas très bien quoi faire parce qu'il fallait quand même qu'on trouve un terrain pour et donc la seule chose que j'ai trouvée pour faire exister un objet, c'était lui proposer en fait de faire quelque chose qu'elle avait envie de faire, qu'elle aimait, donc c'était le tricot. Donc je lui ai proposé de tricoter. Donc je lui ai ramené de la laine de l'angora parce qu'elle avait adoré s'occuper de ses lapins. Et on a parlé sur le type de point qu'il fallait faire et on est tombé d'accord sur des points agricoles. Donc le point de riz, le point de blé. Elle n'a pas fait de pied de poule finalement, mais c'était... Donc ça s'appelle blé, riz, lapin. Et elle a fait ces petits carrés que j'ai ensuite moi-même réassemblés comme je le souhaitais. Et ce que j'ai voulu faire, en fait, c'était les assembler avec du poil d'Highland Cattle. Donc, en fait, cette vache a des poils très longs, ces poils m'ont servi à relier ces éléments disparates. Parce qu'il y a une forme de... Pour moi, l'arrivée de cette vache était aussi une forme qui permettait de relier des espaces. Bon, parce que, évidemment, pour moi, ça évoque vraiment un paysage, quoi, vu de dessus. Donc, je voudrais vous parler maintenant de la Bretagne. Le projet en Bretagne, donc je l'ai dit, était à l'initiative d'Anna Collin, à l'invitation et de Keren. Donc, j'ai souhaité travailler... Ça a commencé il y a quelques mois sur la représentation de l'identité bretonne, en particulier sur la représentation de l'identité féminine. Je vais là vous présenter ça de manière chronologique. Je vais essayer de le faire au plus près du processus créatif, puisque en fait c'est comme ça que j'ai souhaité vous le montrer. Donc l'élément déclencheur, ça a été une visite au musée des Beaux-Arts de Quimper et la découverte d'une première salle où on découvre, en entrant dans le musée, il m'a semblé, une bonne partie des singularités de la femme bretonne, entre guillemets évidemment. Je vais vous montrer les peintures qui constituent cette salle. Donc la première chose qu'on voit en entrant dans le musée, c'est la fuite du roi Gradelon, d'Évariste Vital Luminet. Donc la Dahu qui est abandonnée par son père selon un ordre divin, par la bouche de Saint Guénolé, puisqu'elle aurait, c'est à cause d'elle, puisqu'elle aurait comment on dit, mais enfin, écouter le diable en quelque sorte, et la ville d'Is aurait été recouverte par les flots. Donc un père comme ça qui noie sa fille sur un ordre divin.
À sa gauche, à la gauche de Dahu Velleda, donc une peinture d'une druidesse qui correspond un peu à la celtomanie de la deuxième moitié du XIXe siècle, comme l'indique le cartel, et donc qui fait référence à un passage de Chateaubriand, Les Martyrs. À sa gauche, La Veuve de l'île de Sein, d'Émile Renouf. Donc un veuvage qui est certainement lié à un naufrage ou à une épidémie de choléra, c'est pas très clair. Mais bon, il y a quand même un détail qui, moi, me semble intéressant entre la proximité des deux toiles qui opposent deux femmes, à la fois une qui jette des sorts, Velleda, et une autre qui les subit en quelque sorte, puisque son mari est mort d'un naufrage, on ne sait jamais vraiment bien dans quelles conditions. Et toutes les deux sont à Sein, en fait. Velleda est à l'île de Sein et la veuve aussi. Et Sein, évidemment, pour moi, je ne connaissais pas, c'est une île très connue, moi je ne la connaissais pas. Pour ceux qui ne la connaissent pas, s'il y en a, c'est pas S-A-I-N-T, c'est S-E-I-N. Donc évidemment, moi j'étais là en face de Sein, quoi. Je me disais, je travaille sur les femmes, c'est curieux. Bon. Donc voilà. Ensuite, à gauche, nouvelle référence à un naufrage, l'ex-voto d'Henri Royer. Donc là, c'est pas une veuve, c'est une femme qui, comme ça, absorbée, regarde son mari déposer une maquette de bateau devant une vierge pour la remercier d'avoir survécu à un naufrage. Donc j'ai une lecture très narrative de cet accrochage, mais en gros ce que je vois c'est qu'à un moment Dieu ordonne la noyade d'une femme, qu'une prêtresse païenne jette des sorts aux hommes, qu'un homme noyé, certainement à cause d'une sorcière, et un homme sauvé par une vierge. En gros, je le lis comme ça. À gauche de ça, une noce paysanne, une scène de noces paysannes. Où la mariée a l'air vraiment particulièrement triste. Il faut que vous... Ouais, si on le voit quand même en projection, mais il faut que vous alliez dans cette salle, elle est incroyable. Au-dessus du repas de noces, une étude de Jules Breton, un bedeau, pour une étude pour le grand pardon. Donc c'est le seul homme qui est représenté sans femme dans cette salle, mais bon, il s'agit d'une étude. Une nouvelle scène liée à la religion catholique et de nouveau en lien avec la Vierge, visite à la Vierge de Bénodet de Jean-Eugène Bulan. Ensuite un tableau très beau d'Adolphe Leleu, Une noce en Bretagne, où on voit une représentation d'une gavotte, donc une danse traditionnelle avec des musiciens, avec le biniou et la bombarde. C'est très vivant, ce tableau est très beau. Un tableau qui a un dépôt du CNAP après la messe en Bretagne, donc de nouveau une femme, religion catholique, devant une tombe, etc. Le chef-d'œuvre de la salle, il en reste plus beaucoup des tableaux, je vous rassure. Le chef-d'œuvre de la salle, Le Pardon de Kergoat de Jules Breton. Donc ce tableau a été acquis par souscription, donc en 1994 par le musée. C'est une représentation presque ethnographique en fait d'un pardon auquel il avait assisté. À la Fontaine de Jules Breton, une lavandière, et donc les deux derniers tableaux sont deux représentations de lavandière, une lavandière de jour et une lavandière de nuit, une lavandière qui n'est pas maléfique et une autre qui l'est. Donc Jules Breton, je vous en parle un peu longuement parce qu'en fait Jules Breton c'est quelqu'un d'important dans la suite du projet. Donc c'est une représentation très naturaliste, Troisième République, de la femme. Et je ne résiste pas à vous lire quelques strophes d'un poème qu'il a intitulé Les Lavandières, dédicacé à Fromentin. La mer vient déferler sur une plage blonde où parmi les écueils couverts de goémons, de sonores galets de sable et de limon, les filles de la mer se détachant sur l'onde opposent, sous l'éclat d'un nuage aveuglant, lorsque sous le rocher le flot se brise et fume, les blancheurs de leur linge aux blancheurs de l'écume et leurs grands châles noirs au soleil ruisselant. Ainsi que fait l'abeille aux abords de sa ruche, passe sans cesse avec leurs larges cruches, parmi les tourbillons de l'onde et du soleil, des femmes qui, le soir, dans le rayon vermeil, s'agrandissant, ont l'air d'antiques canéphores, de celles qu'on voyait au temps de la beauté, à l'ombre de l'hymette, avec sérénité, de la source sacrée, emporter leurs amphores. Donc écrit à Douarnenez en 73. Donc on sent qu'il est vraiment dans une sorte d'adoration comme ça, la figure de la femme. Et les maléfiques à gauche, dernier tableau,
où après la lecture de l'ouvrage de Françoise Morvan, on comprend que ces lavandières sont des formes fantastiques, recouvrant un peu par la volonté de l'Église catholique, une forme de propagande catholique, la figure d'une fée plutôt bienveillante, en tout cas pas maléfique au point des lavandières de la nuit, qui la attrape un homme et il y a des cadavres sur le bord. Enfin, là on le voit très très mal, mais c'est assez terrible. Donc voilà, en gros, dans cette salle, ce que je me suis rendu compte, c'est que déjà elles étaient toutes faites entre 1860 et 1898, et qu'en fait 1880 était une date un peu dominante dans ces tableaux, et que c'est là qu'émergeait une figure un peu stéréotypée de la Bretagne, qui a été repérée par une auteure qui s'appelle Catherine Berthaud. Elle explique que voilà, à partir de 1855, la représentation est stabilisée dans ses formes modernes, et qu'il y a une forme qui sont véhiculées par des signes extérieurs d'un mode de vie, donc un folklore emprunté aux signes extérieurs d'un mode de vie, par la représentation aimable de la vie rurale, liée à un système d'interprétation conservateur. Voilà, et elle constate également que le monde rural breton est un objet passif de cette représentation qui s'élabore sans lui, et qu'il reste lui-même étranger à cette représentation, diffusée essentiellement par des textes imprimés auxquels il n'a pas accès. En gros, ce qu'on comprend, c'est que ce qui est intéressant, c'est que cette représentation de la Bretagne, elle est faite sans les Bretons paysans qui sont représentés. Donc à la découverte de ces œuvres et de cet accrochage, voilà comment ça s'est poursuivi. Donc l'île de Saint, qui m'avait, avec Velleda et la veuve de l'île de Saint, marqué, je suis allée à Saint et j'ai découvert une légende qui est celle de la barque sorcière, qui dit qu'une femme ramassait le goémon, et après avoir ramassé le goémon, la nuit, elle transformait son panier en barque, son outil pour ramasser en rame, et son tablier en voile, et qu'elle partait comme ça errer sur les mers, jeter des sorts. Donc il y avait cette légende. Et puis parallèlement, je me suis dit qu'en fait ce serait très intéressant de faire dialoguer des personnages qui étaient dans cette salle, qui représentent un stéréotype, un type de représentation, de les faire dialoguer sur la situation actuelle, qui est celle d'un effet de folklorisation, d'auto-exotisation locale à travers une fête qui est celle de la fête du Goémon. Donc les 4 personnages que j'ai choisis, c'était Velleda, la veuve de l'île de Saint, Jules Breton et une lavandière. Donc en gros, qui deviennent les acteurs critiques de cette représentation esthétique, en se disant que aussi il fallait faire émerger un espace de débat, quoi, que moi je ne pouvais pas aussi venir de... Enfin non, ça j'en parlerai après. Je me suis posé une question, c'est que dans le musée, il y a des représentations de ramassage de goémons, qui en fait, le travail est absent, hein, on a bien vu de cette salle du musée, cette première salle. Par contre, il est ensuite présent dans le musée, notamment pour le goémon à travers 2 toiles, mais qu'elles ne sont pas dans cette salle. Donc je me suis demandé si c'était pas conforme ou pas assez aimable, ou je sais pas, pour être dans cette salle. Et puis donc il y a cette peinture, la chapelle de la Joie à Peymar, 1913, et les brûleuses de Goémon de Delaunay. Voilà, ça c'est les 2 toiles qu'il y a. Ça c'est la légende, peut-être que je voulais raconter, donc c'est peut-être pas la peine de la relire. Mais ce que je trouvais intéressant dans cette légende, c'est que finalement une femme qui était condamnée comme ça à un sédentarisme sur une île, à une fonction, ramassage du goémon, etc., à un moment quand même acquérait une liberté qui était celle de se déplacer sur les mers, de transformer sa barque en bateau, et qu'en fait le domaine de la mer, de la pêche, du bateau était plutôt un univers masculin. Donc en fait son panier qui était associé à son genre se déplaçait sur un autre espace, et le genre évidemment du coup devenait flou, quoi. Enfin en tout cas devenait hors norme. Voilà une vision un peu plus réaliste une reproduction d'une carte postale de 3 femmes qui travaillent au goémon, avec les fameux paniers, là, les boutocs. Donc j'ai pas de date en particulier voilà.
Et puis je résiste pas à vous montrer cette image. Donc pour l'exposition, j'ai fait fabriquer un panier à la taille d'une barque, en fait, à l'échelle du corps, en imaginant qu'on puisse rentrer dedans. Et donc je les ai fait fabriquer. Il y a deux paniers qui ont été fabriqués, et donc pour attester que le panier pouvait vraiment se transformer en barque, les personnes qui ont fabriqué le panier se sont pris en photo dans le panier. Donc là, ce que je trouvais génial, c'est que c'était évidemment un homme dans le panier. Et puis le deuxième panier, qui est celui qui est exposé avec Laurence Olivier, la vannière qu'il a fabriquée dedans. Ouais. Vous découvrirez ça à Quimper. Voilà le panier dans l'espace d'exposition, mais bon, ça, vous le verrez aussi. Donc voilà, dans l'exposition, il y a 3 éléments qui cohabitent, à la fois la légende de l'île de Sein, la pratique de ramassage de goémons et le débat sur la nature de la réactualisation folklorique, voilà, d'une pratique. Ça, c'est la manière dont apparaît la pratique. Donc, il y a une photo de Denise Colomb, qui a un emprunt qui a été fait à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, qui est une photo qui a été prise à Saint en 1952, où on voit une femme renverser son panier plein de goémons sur la grève. Ça s'appelle Femme au varech, la récolte des algues. Et donc, pour ceux qui n'en sont pas familiers, donc voilà, il s'agissait de ramasser des algues. Alors, il y a plusieurs usages, soit faire des engrais. Ça peut servir de combustible sur des îles où évidemment il n'y avait pas du tout de végétation, donc c'était très compliqué de trouver des combustibles. Ça pouvait être aussi vendu, transformé en pain de soude pour en extraire l'iode, pour la pharmacie, pour la pâtisserie. Et encore aujourd'hui, c'est très important. Encore aujourd'hui, le commerce du goémon, mais ça, je suppose que vous le savez tous. Et ça servait aussi pour la verrerie. La verrerie, ouais. Donc voilà, ça c'est un four, un four à goémon qu'on peut voir à Saint aujourd'hui. Donc ils n'ont plus d'usage, donc ils sont recouverts d'herbe. Et ça, c'est le type de pain de soude. Donc vous avez vu les images où on voit la fumée comme ça qui est générée par le brûlage du goémon dans les représentations picturales que j'ai montrées au départ. Et donc avec un outil, il tournait le goémon dans ses fours à goémon, et avec séchage, après séchage, les cendres s'aggloméraient, ça donnait ce pain de soude. Pain de soude qui s'appelait aussi pain de mer. Enfin, après, c'est des jeux de mots que moi je trouve vraiment intéressants. Voilà comment ça apparaît dans l'exposition, donc la légende, la barque, la pratique et le débat. Donc je vais juste vous dire quelques mots sur ce débat. Donc il s'agit d'un dialogue entre Véleda, la veuve de l'île de Sein, Jules Breton et une lavandière, et au sein duquel je voudrais soulever plusieurs questions. D'abord, pourquoi un art de faire plutôt qu'un autre est folklorisé et intégré à la culture populaire ? Là, ce que je vous montre, c'est des captures d'écran d'une vidéo que j'ai visionnée à Plouguerneau, donc qui est le lieu où il y a l'écomusée des goémoniers, et qui a été réalisée en 1995, qui était le début des fêtes du goémon. Donc on voit bien comment ça se passe. Ensuite, la question, c'est comment s'élabore aussi une mise en scène, parce qu'il s'agit vraiment d'une mise en scène. Il y a un fil conducteur, une interprétation d'une pratique. C'est une forme de réinterprétation, mais qu'est-ce qu'on choisit de réinterpréter et comment on choisit de le faire ? Je pense que c'est vraiment des questions politiques. Puisque je parlais d'auto-exotisation, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Je voulais juste aussi vous citer un passage une réflexion d'Edgar Morin sur ça, qui dit qu'en fait, la forme il appelle ça le néo-folklore du pain noir, de la crêpe, du breton. Cette récupération esthétique traduit la distance qui sépare de ce passé dont on veut se rapprocher mimétiquement. Et il dit bien que c'est parce que le passé est mort qu'il ressuscite esthétiquement. Donc s'il y a une dimension esthétique, c'est bien qu'il y a une dimension... il y a des choix qui sont faits et qui ont du sens. Ensuite, quelle est la place accordée à la transmission des témoins ? Qu'est-ce qui est transmis ? Donc là, on les voit bien en train de faire semblant de manger avec les touristes autour, c'est assez drôle. Et aussi de façon plus transversale, comment des qualités pittoresques qui sont révélées par l'iconographie, à la fois d'une pratique et d'une femme paysanne bretonne de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, constituent ensuite, à l'heure actuelle, un effet d'appartenance à une culture.
C'est un homme qui boit dans son sabot. Il paraît que ça se faisait. Moi, je l'ai appris après, parce qu'ils n'avaient pas de verre et tout ça. Mais ça se faisait plutôt quand on volait du vin sur les ports, ou je sais plus. Enfin, on m'a expliqué ça. Donc la fête, c'est montrer le goémon, et puis évidemment cette fête s'accompagne aussi de chants et de danses traditionnelles, absolument hors contexte du ramassage du goémon bien sûr, mais pour le plus grand plaisir des touristes, ça augmente le côté couleur locale. Donc l'enjeu du débat, c'est cette fête, et chacun a des rôles, chaque personnage a des rôles qui sont attribués. Donc la druidesse Véleda, elle voit cette vidéo, elle décrit cette vidéo en fait comme si c'était une vision qu'elle avait du futur. Elle raconte cette vidéo sur un mode naturaliste documentaire assez précis. La veuve de l'île de Sein, elle est engagée, engagée dans une sorte de réalisme critique, dire qu'elle l'a vécu, qu'elle est contre l'idéalisation qui est transmise par cette fête. Jules Breton, lui, c'est l'idéaliste total, poète, c'est les formes du néo-rural, idéologue, qui dit que bon, de toute manière, c'est beaucoup plus sain à la campagne, que tout est bien mieux par rapport à la vie urbaine, et qui trouve que c'est formidable, que ces femmes sont magnifiques, enfin voilà, qui est dans une espèce de rêve. La Lavandière, le quatrième personnage, elle est plutôt une féministe militante qui critique la folklorisation de l'événement et son instrumentalisation politique. Au détriment des récits fantastiques et poétiques qui pourraient émerger, et des potentiels émancipateurs de cette transformation du panier en barque. Enfin voilà. Donc ça c'est un extrait du dialogue que vous pourrez lire au musée, au centre d'art. Peut-être je vais passer parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de temps. Et donc la prochaine étape de ce dialogue, pour ça que je vous disais que c'est en cours, c'est que j'aimerais que ce texte acquiert une dimension collaborative, c'est-à-dire qu'une nouvelle fois, moi j'arrive, je regarde tout ça un peu de loin, et je me dis, mais en fait ce qui serait intéressant, c'est que ce débat, ce soit pas juste moi qui le génère toute seule avec mes idées, voilà. Et donc j'ai proposé à la fois à Fabienne, qui est ici, à Françoise, et à par l'intermédiaire d'une personne, à certaines femmes de l'île de Sein qui ont ramassé du goémon, et à Goulrand Kervala, qui est le metteur en scène qui met en scène les fêtes du goémon à Plouguerneau, d'augmenter ce dialogue de leur propre point de vue. C'est-à-dire une féministe, historienne de l'art, absolument, du coup, tout à fait. Françoise, on ne sait pas très bien encore, mais enfin, en question du folklore et de son instrumentalisation, je pense que ça, c'est... Là, on en reparlera. Goulrand, évidemment, sur le fait qu'il ait mis ça en scène et que c'est lui qui l'imagine. Et les femmes de l'île de Sein pour leur propre expérience qu'elles en ont fait. Ce moment de collaboration, il me permet d'inscrire en fait de l'espace public dans ce projet, espace public au sens d'un espace de débat, simplement de circulation de la parole. Et donc ça aura lieu le 9 avril, donc je termine en faisant un peu de pub, à Quimper. Voilà. Je vous remercie de votre écoute.